17h33 minutes avec nous en visuel, Karl Lafrenière. Il est organisateur communautaire pour le Frappru. Bon après-midi, Monsieur Lafrenière. Bon après-midi à vous. Oui, Monsieur Lafrenière, dites-nous, vous avez placé beaucoup d'espoir sur le dernier budget pour augmenter l'offre de résidence, de loyer, etc. à la société québécoise. Mais là, on va continuer à rêver parce qu'il n'y en a pas eu. Est-ce que le gouvernement, dans le budget, a pensé à un petit quelque chose, un minimum, sinon les sommes qui avaient déjà été prévues par rapport à la construction de loyers à prix modique? Ce qu'on a malheureusement constaté hier dans le dépôt du budget du ministre Girard, c'est qu'il tournait complètement le dos aux locataires, puis qu'il prenait pas acte de la grave crise du logement qui se vit un peu partout au Québec, notamment à Montréal. Puis on a été amèrement déçus là, de voir que le budget prévoyait pas de nouveaux logements sociaux, alors que on sait que c'est une solution essentielle pour se sortir de la crise du logement qu'on vit actuellement. Peut-être, je ne sais pas, au moment où on se parle, il y a encore des projets de construction qui ne sont pas réalisés pour 2025-2026 et donc on surfe sur ce qui existe déjà plutôt que d'arriver avec ce budget et d'annoncer de nouvelles constructions, non? Mais vous savez, un budget, l'idée, c'est de se donner justement un aperçu dans l'avenir à long terme. Puis on aurait souhaité, puis ça aurait été important que le ministre envoie le message que le grand chantier de construction de logements sociaux dont le Québec a grandement besoin est lancé, qu'on envoie le signal aux développeurs, aux constructeurs de logements que les ventes sont ouvertes, que l'argent est disponible parce qu'on en a grandement besoin, puis de ne pas agir ici maintenant, puis de ne pas le prévoir dans l'avenir, on met en danger un paquet de ménages locataires québécois qui n'arrachent déjà énormément. Et il faut comprendre aussi que le fait de ne pas investir dans ces logements dont on a grandement besoin, ça finit par coûter excessivement plus cher à l'État. En soins de santé, par exemple, on regarde présentement au Québec l'explosion des personnes en situation d'itinérance, mais c'est directement lié au manque d'offres de logements sociaux adaptés à la capacité de payer des ménages. Mm. Et j'imagine, moi, qu'à l'approche d'un budget, on fait des représentations auprès du ministre concerné lorsqu'il s'agit de logement. Est-ce qu'il y avait un espoir et que ça a changé tout d'un coup à la dernière minute et qu'on s'est retrouvé avec cette réalité-là? Ben, nous, au Frappru, on a présenté un mémoire prébudgétaire et on a rencontré les gens du ministère pour défendre là, ce qu'on réclamait, c'est-à-dire des investissements massifs en logement social. Puis, sans dire qu'on était complètement abasourdi de la réaction, ça reste étonnant parce que les échos qu'on avait de ces rencontres-là, c'est que le ministère des Finances semblait assez ouvert là, à mettre de l'argent puis à investir dans le logement social. C'est sûr que bon, on n'a pas eu de promesse, là, c'est pas comme ça que ça se passe, ce genre de rencontre, mais tout de même qu'on se retrouve avec 0 $ mis de l'avant pour le développement du logement social, alors que le Québec vit une des pires graves crises du logement de son histoire, avec des taux d'inoccupation sous les 2% partout au Québec, que les loyers ont encore explosé cette année. Visiblement, là, on est face à un gouvernement qui refuse de prendre la situation en main, puis qui n'est pas à l'écoute là, des plus précaires de notre société qui n'arrachent. Et si le gouvernement avait un autre plan, arrêter l'immigration, mettre l'immigration au neutre en se disant que ce qu'on a là, ben, la crise qu'on a là, ben, on va la vivre ben, entre nous autres, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'accueillir de nouvelles personnes ici au Québec, mais parce qu'on voit qu'on accentue beaucoup sur l'immigration parce qu'à un moment donné, tout est de la faute des immigrants.
Ouais, mais on voit que c'est un peu le bouc émissaire préféré hein, du gouvernement en place. Pour justifier le manque d'action du gouvernement, ben c'est trop facile de mettre la faute sur les immigrants et immigrantes, alors que c'est souvent les premières victimes de la crise du logement. Puis c'est un non-sens aussi parce que pour un Québec prospère, puis pour espérer justement développer ce logement social, mais plein d'autres projets de société qu'on a, ça va prendre de l'aide démographique des autres pays. Fait qu'on, nous, on n'adhère pas du tout à ce discours-là que de couper les vannes de l'immigration ou d'accuser à tort là, les personnes migrantes de causer la crise du logement. On pense que c'est un non-sens, puis c'est trop facile pour le gouvernement en place de s'en sortir là, en blâmant des gens sans défense. Oui, il y a pendant longtemps, on a dit que le fédéral et le provincial et même le municipal s'étaient entendus sur des sommes d'argent pour faire lever de terre des constructions capables d'accueillir des personnes en situation d'itinérance, enfin construire des maisons à loyer modique, n'est-ce pas? Et on disait qu'il y avait de ces sommes-là qui restaient endormies dans les coffres de l'État. Est-ce que c'est toujours le cas? Ben, c'est sûr qu'il reste là, quelques sommes du fédéral que faute d'entente avec Québec, on n'a pas accès. Mais il y a eu quand même, en 2023, des investissements fédéraux qui sont descendus, qui ont permis à Québec, en 2023, d'annoncer là, la construction de 8000 nouveaux logements sociaux, financés en partenariat avec le gouvernement canadien. Mais depuis 2023, on est toujours sur ces mêmes promesses. Puis pendant ce temps-là, ben, le temps s'écoule, puis les 8000 logements qui étaient promis il y a 2 ans ben, ne suffisaient pas, mais ne suffisent toujours pas à répondre à la demande croissante en logements réellement abordables qui respectent la capacité de payer des ménages, particulièrement ceux à faible et modeste revenus. Mais là, on se retrouve 2 ans plus tard avec toujours pas de nouvelles sommes et on nous réannonce là, de ces investissements, mais on a besoin de se donner un horizon à moyen et long terme, puis on a besoin d'envoyer un signal fort qu'on prend la crise du logement au sérieux, puis qu'on agit en conséquence. C'est pas ce qu'on voit là en ce moment face à ce gouvernement-là qui a plutôt décidé là, de privilégier la création de richesses au détriment là, de mesures structurantes pour les locataires à faible revenu. Et puis, on avait aussi du côté du provincial, le gouvernement municipal, qui avait élaboré un projet permettant, forçant littéralement les constructeurs à penser davantage aux gens à faible revenu dans leur construction. Ça s'appelait 2-2-2, quelque chose comme ça. On l'appelle souvent le 20-20-20. Le 20-20-20, bon, voilà, 20-20-20. Et ça n'a pas semblé marcher non plus, là. Ben, c'est sûr que ça n'a peut-être pas autant d'effets que ce qu'on souhaiterait, mais il faut quand même reconnaître que depuis la création là, de ce règlement d'inclusion à Montréal, ça a permis de construire quelques milliers là, de logements sociaux. Puis pour les promoteurs là, qui ont préféré ne pas construire sur site du logement social, ils ont été obligés de contribuer financièrement. Donc, il y a une cagnotte là, de plusieurs milliers, de plusieurs dizaines de milliers de dollars dont dispose la Ville de Montréal pour développer du logement social. Donc, c'est sûr que le règlement a des lacunes, mais force est de constater que c'est toujours mieux que rien. Puis on pense, nous, au Frappru, que ça devrait inspirer d'autres municipalités à travers le Québec à un peu faire de même et probablement aussi l'améliorer en forçant les promoteurs immobiliers à développer directement sur site le logement dont on a besoin et de ne plus permettre là, du financement, de contribuer financièrement. Comment ça se passe en Ontario, le voisin sur lequel on essaye souvent de copier ce qui est bon? On se compare souvent à l'Ontario en cette matière de logement-là. Comment ça se passe là-bas? Je sais que les loyers sont plus chers, toujours plus chers que nous au Québec, mais est-ce qu'il y a cette pénurie de logements en Ontario?
Malheureusement, effectivement, la pénurie de logements touche l'ensemble là, du pays. Et vous faites bien de le souligner, malgré tout, à Montréal, au Québec, souvent les loyers sont quand même un peu plus bas qu'à l'extérieur du Québec. Ceci dit, on est progressivement en train de les rattraper, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Hein. La capacité de payer des ménages locataires québécois n'est pas la même que ceux à l'extérieur du Québec, d'une part. D'autre part, si on est pour se comparer à l'Ontario, j'irais avec une mesure qui me semble plus intéressante. Le gouvernement ontarien limite les hausses de loyer, agit pour limiter les hausses de loyer. Là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais si ma mémoire est bonne pour cette année, en Ontario, la hausse est limitée à 2 ou à 3 mais ça pourrait être une mesure qui pourrait inspirer le Québec parce que des hausses de loyer à 5,9 comme on voit cette année, c'est juste pas vivable là, pour des milliers de locataires qui n'arrachent déjà et qui sont à un pépin là, de se retrouver en situation d'itinérance. Même les mesures qu'on peut prendre pour éviter des surenchères abusives de la part de locataires, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est poussé à quitter pour rénoviction ou quel que soit le prétexte, n'est-ce pas, va louer son logement à une fois et demie plus cher, n'est-ce pas? Et parce qu'on n'a aucun moyen de contrôle, alors que oui, quand on a des problèmes, on fait face à des problèmes, on peut trouver des solutions. On a proposé des solutions au gouvernement qui n'en a pas voulu, ce registre des loyers. Exact, mais il faut souligner aussi que l'organisme Vivre en Ville à Montréal a créé un registre des loyers qui est volontaire, qui n'a pas valeur juridique, mais tout de même, et qui a proposé de le remettre gratuitement au gouvernement du Québec, Il qui n'en a pas prétendait... voulu. Non, exact. Pourtant, ils prétendaient que ça allait coûter trop cher, mais quand on leur donne, ils n'en veulent pas plus. Gratis, gratos. Exact. Non, il n'en veut pas. Hein? C'est l'histoire de celui qui se fait voler son auto et qu'on a déjà payé pour la voiture volée. Lorsqu'on l'appelle 2, 3 jours plus tard, on lui dit qu'on a trouvé la voiture. Il dit non, 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 je veux rien savoir parce que sinon, hein, je vais devoir rendre des comptes. Mais c'est pas parce que c'est drôle qu'on rit. C'est définitivement une situation bizarre. Et puis toujours cette mentalité, lorsqu'on est une grande métropole, ben on se doit d'avoir des loyers parce que vous l'avez dit là, en Amérique du Nord, là où les loyers sont les plus chers, c'est les plus grandes métropoles. Et si Montréal veut se mettre au diapason des grandes métropoles de l'Amérique du Nord, il faut que nos loyers soient à des prix élevés aussi, comme à New York. Pourquoi pas? Oui, mais ceci dit, il faut aussi s'assurer que la ville de Montréal est habitable et habitée par des citoyens de tout revenu. On a besoin d'une diversité de personnes qui demeurent une ville. C'est comme ça qu'on a une ville montréalaise vivante et accueillante. C'est pas seulement en ayant une offre locative qui s'adresse uniquement aux personnes riches. Là, on a besoin d'une diversité de population. Mais vous avez vu ce qu'on appelle comment on appelle la gentrification arriver tranquillement, tranquillement, et puis Montréal et presque toutes les villes participent à la gentrification. Des gens qui ont moins de revenus sont obligés d'abandonner leur logement pour laisser la place à de nouvelles constructions pour de plus riches. Et ces gens-là qui n'ont pas les moyens, où est-ce qu'ils vont aller sinon à la rue? Exact, c'est la question qu'on se pose actuellement parce que la gentrification ne se limite plus maintenant à Montréal dans les quartiers centraux. Hein. On parle de gentrifier même les quartiers plus éloignés du centre-ville. Et je pense que c'est important de souligner qu'un des remparts là, à cette gentrification-là, puis de s'assurer qu'on développe nos quartiers en gardant de la place pour les populations locales qui vivent depuis des décennies, c'est justement en prévoyant le développement du logement social, parce que le logement social s'adresse à un différent type de population. On pense souvent au HLM, mais c'est aussi des coopératives d'habitation, c'est aussi des OSBL d'habitation qui permettent que dans un même quartier, va pouvoir vivre des gens à plus faible revenu, puis des nouveaux développements dans une meilleure cohabitation, puis on s'assure ainsi qu'il y a de la place pour l'ensemble là, des citoyens et citoyennes de Montréalais. Alors, je déborde un petit peu parce que des fois, je divague. Hein,
parce que, est-ce que dans tout ça, c'est pas une question de conscience citoyenne? Parce que quand on arrive, hein, il y a 20 ans, j'habitais dans ce quartier-là et je passe 20 ans plus tard dans mon quartier, je trouve, oh, mais c'est vraiment un quartier qui s'est enjolivé, qui a pris de la valeur, etc. Sans me poser la question, c'est quoi le niveau des loyers aujourd'hui? Qui habite ici? Et mes voisins qui habitaient hier avec moi dans le quartier, où sont-ils aujourd'hui? Ben ça, c'est une question importante à se poser, mais je pense que on se doit de lutter pour que ces quartiers-là restent populaires, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est pas dans un Montréal complètement gentrifié qu'on veut vivre, c'est dans un endroit où il y a de la place pour tout un chacun. Je l'ai dit tantôt, on veut être accueillant, on veut une ville qui est stimulante, on veut des quartiers où les gens ont envie de vivre et d'y rester, puis qu'ils ne craignent pas que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ils se fassent expulser par un propriétaire qui a juste la pote du gain, puis qui cherche à enjoliver la cuisine, puis relouer à des locataires plus aisés. C'est pas du tout, en tout cas, je suis pas mal sûr que pour la majorité des Montréalais, Montréalaises, puis des Québécois, Québécoises, c'est pas ce qui aspire là, d'une ville aseptisée. Et pour tout ça, à un moment donné, faut arrêter de parler et prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Parce que définitivement, il faut se mobiliser. Puis pour ça, le Frappru, je pense qu'on lâche pas le morceau. Puis c'est sûr que on est fâché du budget qui est en cours, mais on restera pas les bras croisés. Hein. On est un mouvement d'action. On appelle entre autres à un rassemblement le 7 avril pour le sommet de l'Est devant le stade olympique où on va se réunir en tant que locataire fâché de cette situation-là pour que les choses changent. Puis je pense que c'est important de montrer à ce gouvernement-là qu'il ne peut pas tourner le dos à ses concitoyens et concitoyennes sans que ça ait des impacts sur les bulletins de vote. Ça va devenir impossible. Faut rendre impossible pour ce gouvernement-là d'agir ainsi En sans... toute impunité. Exact. Vous m'enlevez les mots. Carl Lafrenière, organisateur communautaire pour le Frappru, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.